Monsieur, êtes-vous sûr que cette carte est bien la vôtre? Le directeur de la banque cligna plusieurs fois des yeux, regardant l'écran de l'ordinateur comme s'il affichait quelque chose d'impossible. Ses mains tremblaient tandis qu'il tenait ma vieille carte bancaire usée. Monsieur Martinez, comme l'indiquait son badge, était devenu complètement pâle. Des gouttes de sueur apparurent sur son front tandis qu'il alternait son regard entre moi et l'écran. « Oui, c'est bien la mienne », répondis-je, perplexe face à sa réaction. « Mon père me l'a donnée il y a longtemps. Je pensais qu'il y avait peut-être quelques dollars dessus. » Quelques dollars. C'était ce que j'espérais trouver sur cette vieille carte rayée que j'avais découverte au fond de ma valise. Peut-être 50, 100 dollars au maximum que mon père avait mis de côté avant de mourir 15 ans plus tôt. « S'il vous plaît, monsieur. » La voix de monsieur Martinez s'est brisée. « J'ai besoin que vous m'accompagniez dans un bureau privé. » Immédiatement. Je m'appelle David et, à 35 ans, je venais de devenir un homme sans rien. 3 jours auparavant, ma femme Rachel m'avait chassé de la maison après 12 ans de mariage, gardant notre maison, nos voitures, nos comptes bancaires et même notre chien. J'étais parti avec 42 dollars en poche et une petite valise. Je logeais dans un motel bon marché, le genre d'endroit où l'on paie à la semaine et où l'on essaie de ne pas trop regarder les taches sur la moquette. C'est là que j'avais trouvé la carte de mon père, enfouie dans la poche intérieure d'un vieux manteau. Mon père avait été concierge dans un immeuble commercial du centre-ville. C'était un homme simple, qui portait toujours les 3 mêmes chemises et marchait des kilomètres pour économiser l'argent du transport. À sa mort, nous avions à peine assez d'argent pour lui offrir des funérailles décentes. À présent, en observant la réaction du directeur, un sentiment étrange m'envahit. Quelque chose n'allait pas. Vraiment pas. « Monsieur Davison », murmura-t-il en lisant mon nom de famille sur l'écran. « Veuillez me suivre. Je dois vérifier certaines choses. » 2 agents de sécurité sont apparus de nulle part, nous escortant jusqu'à un bureau privé au fond de la banque. D'autres clients nous observaient avec curiosité, chuchotant entre eux. Je me sentais comme un criminel escorté. « Puis-je voir votre pièce d'identité, s'il vous plaît ?» Monsieur Martinez avait retrouvé un peu de son sang-froid, mais ses mains tremblaient encore lorsqu'il tapait sur son ordinateur. Je lui ai montré mon permis de conduire. Il a vérifié chaque détail, en comparant avec les informations à l'écran. Il m'a posé des questions sur ma date de naissance, le nom complet de mon père, mon lieu de naissance. J'ai répondu automatiquement, mon esprit essayant encore de comprendre l'absurdité de la situation. « Monsieur Davison », a-t-il finalement dit, d'une voix presque inaudible. « Depuis combien de temps n'avez-vous pas accédé à ce compte ?»« Quel compte ? Je ne savais même pas qu'il existait un compte. J'ai juste trouvé cette vieille carte et j'ai pensé vérifier s'il y avait de l'argent dessus. » Monsieur Martinez a tourné l'écran de l'ordinateur vers moi. Des chiffres sont apparus devant mes yeux. Beaucoup de chiffres. Trop de chiffres. 43 720 415 dollars et 62 cents. Le monde s'est arrêté. Il doit y avoir une erreur, ai-je murmuré, ma voix me semblant lointaine. Mon père n'avait pas d'argent. Nous étions pauvres. Nous mangions des pâtes 4 soirs par semaine. Mais alors que j'étais là, à essayer de comprendre l'impossible, quelque chose me dérangeait. Rachel avait demandé le divorce de manière soudaine, sans explication claire. Elle avait engagé un détective privé 3 mois avant de me quitter. À l'époque, elle avait dit que c'était pour des raisons professionnelles. Mais maintenant, je me demandais si elle savait quelque chose que j'ignorais. Si vous aimez cette histoire pleine de rebondissements et que vous êtes curieux de découvrir comment une simple vieille carte bancaire peut changer complètement une vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car ce que je ne savais pas encore, c'est que Rachel ne m'avait pas seulement abandonné. Elle avait tout orchestré. Et quand je découvrirais toute la vérité sur ses plans, ce serait à mon tour de lui montrer qu'elle avait sous-estimé la mauvaise personne. « Monsieur Davison », continua le directeur, sa voix retrouvant un peu de sa fermeté professionnelle, « je dois vous expliquer comment votre père a réussi à accumuler cette somme. Nous avons ici des registres détaillés qui remontent à 25 ans. » Il sortit des documents d'un tiroir verrouillé et les étala sur la table comme les cartes d'un jeu impossible. « Votre père a hérité d'un petit terrain de son oncle. C'était une zone industrielle abandonnée, sans valeur apparente. Mais une entreprise de construction voulait ce terrain pour un projet ambitieux. Mes yeux parcouraient les vieux documents pendant que M. Martinez m'expliquait. Au lieu de vendre pour un montant fixe, votre père a négocié 5% de tous les bénéfices futurs de l'entreprise. L'entreprise de construction a accepté parce qu'elle pensait que cela représenterait peu d'argent au fil des ans. Mais qu'ont-ils construit ? Demandai-je, encore en train d'assimiler l'information. Le Hartley Tower Complex. Le plus grand centre commercial et résidentiel de la région. Mon monde s'est à nouveau mis à tourner.
Tout le monde connaissait Hartley Tower. C'était là que vivaient les riches, que les grandes entreprises avaient leurs bureaux. Et pendant 20 ans, 5% de tous ces bénéfices avaient été déposés sur un compte à mon nom. Pourquoi mon père ne m'en a-t-il jamais parlé? Ai-je murmuré. D'après les notes qu'il a laissées, le directeur feuilleta quelques pages, il voulait que vous meniez d'abord une vie normale. Que vous appreniez la valeur du travail, que vous forgiez votre caractère sans l'influence de l'argent. Le compte ne devait être activé que lorsque vous auriez atteint l'âge de 18 ans, mais j'ai déménagé pour aller à l'université et je n'ai jamais reçu les notifications, complétai-je. Tout prenait maintenant un sens malsain. Rachel était avocate d'entreprise. Elle savait comment consulter les registres publics. Lorsqu'elle avait engagé cet enquêteur 3 mois auparavant, elle ne cherchait pas des preuves d'infidélité, mais des actifs cachés. Je me suis souvenu des questions étranges qu'elle m'avait posées au cours de l'année écoulée. Sur ma famille, sur les biens que mon père aurait pu laisser, sur les héritages que j'aurais pu oublier. À l'époque, j'avais pensé que c'était de la curiosité normale de la part d'une épouse. Quel idiot j'avais été. Rachel Morris, elle avait repris son nom de jeune fille dès qu'elle avait demandé le divorce, n'était pas seulement intelligente. Elle était calculatrice d'une manière qui me rendait malade. J'ai rencontré Rachel lors d'une fête de bureau il y a 12 ans. C'était une avocate brillante, ambitieuse, avec un sourire qui illuminait n'importe quelle pièce. Au cours des premières années, nous étions heureux. Nous avons construit notre maison ensemble, planté un jardin, parlé d'avoir des enfants. Je travaillais comme chef de projet dans une entreprise de construction, elle gravissait rapidement les échelons d'un grand cabinet d'avocats. Mais au cours des 3 dernières années, quelque chose a changé. Rachel est devenue plus froide, plus distante. Elle remettait en question chaque centime que je dépensais, critiquait mon manque d'ambition, suggérait que je devrais chercher quelque chose de plus grand dans la vie. Maintenant, je comprenais. Elle ne m'encourageait pas à m'épanouir. Elle me rabaissait pour justifier ce qu'elle avait l'intention de faire. Monsieur Davison, la voix du directeur m'a ramené au présent. Il y a autre chose que vous devez savoir. Il y a 3 mois, quelqu'un a tenté d'accéder aux informations relatives à ce compte. Mon sang s'est glacé. Rachel. Je ne peux pas confirmer qui c'était, mais quelqu'un a tenté d'utiliser votre nom et votre numéro de sécurité sociale pour effectuer des consultations. Nous avons refusé l'accès et avons placé des alertes de sécurité sur le compte. J'ai pris mon téléphone et lui ai montré une photo. Cette femme. Monsieur Martinez n'a pas confirmé, mais la reconnaissance dans ses yeux était suffisante. Rachel avait découvert l'existence de l'argent. Elle ne connaissait peut-être pas le montant exact, mais elle savait qu'il s'agissait d'une somme importante. Et au lieu de m'en parler, au lieu de célébrer ensemble ce revirement incroyable dans nos vies, elle a élaboré un plan pour me laisser sans rien. Le divorce avait été brutal. Rachel avait engagé le meilleur avocat de la ville, un homme connu pour détruire les ex-maris dans les batailles juridiques. Elle a prétendu que j'étais paresseux, sans ambition, que c'était elle qui avait subvenu à nos besoins pendant toutes ces années. C'était un mensonge. Nous contribuions tous les deux de manière égale aux dépenses. Mais elle a présenté des documents, des relevés bancaires manipulés, des emails sortis de leur contexte qui me faisaient passer pour un profiteur. Le procès a été si rapide que je n'ai même pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Tu devrais t'estimer heureux, m'avait-elle dit lors de notre dernière conversation. Je suis généreuse de te laisser partir sans te faire payer de pension alimentaire. Généreuse. Cette femme avait gardé notre maison de 400 000 $, nos 2 voitures, toutes nos économies, même les bijoux que je lui avais achetés au fil des ans. Et elle se trouvait généreuse de ne pas me saigner davantage. Mais le pire n'était pas la perte matérielle. Le pire était la manière froide, presque clinique, dont elle avait démantelé notre vie commune. Comme si nos 12 années de mariage n'étaient qu'une phase gênante qu'elle était heureuse de laisser derrière elle. « David, tu n'as jamais compris que les gens grandissent et évoluent », m'avait-elle dit le dernier jour, pendant que je faisais mes valises. J'ai évolué au-delà de ce que notre relation pouvait m'offrir. Leslie, sa nouvelle amie, dont je soupçonnais depuis des mois qu'elle était plus que cela, était dans la cuisine en train de faire du café, se comportant déjà comme la maîtresse de maison. Rachel n'essayait même pas de le cacher. C'était comme si j'étais déjà un fantôme, une présence gênante qui était enfin éliminée. « Tu t'en sortiras », a continué Rachel, sans la moindre émotion dans la voix. « Tu es un homme intelligent. Tu trouveras ta voie. » 42 $ en poche et une valise à la main. Telle était ma voix. À présent, assis dans ce bureau de banque, regardant un solde qui allait changer non seulement ma vie, mais aussi celle de n'importe qui pendant des générations, une colère froide commença à monter dans ma poitrine. Rachel avait joué avec moi comme un chat joue avec une souris blessée. Elle savait pour l'argent, ou du moins elle s'en doutait fortement. Et pourtant elle m'avait humilié, dépouillé de tout,
laissé dans la rue comme un mendiant. Pourquoi? Parce qu'elle voulait me voir brisé, désespéré, prêt à accepter toutes les miettes qu'elle pourrait me donner par la suite. Parce qu'elle pensait que lorsque je découvrirais l'héritage, je courrais vers elle, la suppliant de me pardonner, lui proposant de partager la fortune en signe de gratitude pour les bons moments que nous avions passés ensemble. Monsieur Davison. Le directeur a remarqué mon expression, qui n'était probablement pas très amicale. Y a-t-il un problème? Non, ai-je répondu, en forçant ma voix à rester calme. Je suis juste en train de digérer tout ça. Mais à l'intérieur, une machine était déjà en marche. Une machine froide, calculatrice, qui commençait à envisager des possibilités. Rachel avait sous-estimé quelque chose de fondamental à mon sujet. J'avais appris plus au cours des 3 derniers jours d'humiliation et de survie qu'au cours de mes années de vie confortable. Et contrairement à elle, je n'avais pas besoin de détruire des innocents pour obtenir ce que je voulais. Car ce que Rachel ignorait, ce qu'elle n'aurait jamais pu découvrir malgré ses recherches minutieuses, c'était que mon père avait structuré cet héritage d'une manière très spécifique. Une manière qui le protégeait de toute réclamation de la part d'un conjoint, même pendant le mariage. L'argent était à moi. Totalement, légalement, irrévocablement à moi. Et Rachel, qui avait passé 3 mois à planifier comment me manipuler pour en obtenir une partie, venait de découvrir qu'elle avait commis la plus grande erreur de sa vie. Mais elle ne le savait pas encore. « Monsieur Martinez, dis-je, ma voix prenant une fermeté que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai besoin de savoir exactement quelles sont les protections juridiques qui entourent ce compte. Ensuite, j'aurai besoin de quelques contacts très spécifiques. Monsieur Davison, a poursuivi Monsieur Martinez, il existe des protocoles très spécifiques pour les héritages de cette ampleur. Je vais vous mettre en relation avec notre service de gestion patrimoniale et nos avocats spécialisés dans les fiducies. Je quittai la banque 3 heures plus tard avec une nouvelle identité financière, des cartes de crédit platine et la certitude que ma vie avait changé à jamais. Mais ce qui me troublait le plus, ce n'était pas cette richesse soudaine, mais la certitude grandissante que Rachel avait tout orchestré. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. Rachel. David. Bonjour, c'est moi. Sa voix semblait différente, plus douce, presque timide. Je sais que notre situation est compliquée, mais pourrais-tu me rencontrer pour discuter? À propos de nous? À propos de nous. Après m'avoir traité comme un moins que rien pendant 3 mois, elle voulait soudainement discuter de nous. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, Rachel. S'il te plaît. Juste un café. Je me rends compte que j'ai été très dur avec toi. Peut-être que nous pourrions régler les choses comme des adultes civilisés. Des adultes civilisés. La femme qui avait vidé nos comptes et m'avait laissé avec $42 voulait maintenant être civilisée. D'accord. À 13 heures, au Café Milano. Je suis arrivé le premier et je l'ai regardé entrer. Rachel s'était spécialement préparée. La robe bleue que je lui avais toujours dit lui allait à merveille, le parfum qu'elle portait lors de nos premières rencontres. Chaque détail était calculé pour éveiller la nostalgie. David, a-t-elle souri en glissant sur la chaise en face de moi. Tu as l'air mieux. En meilleure forme. Code pour pas aussi détruit que je m'y attendais. Rachel, que veux-tu? Je veux parler de notre mariage. Des erreurs que j'ai commises. Elle a pris ma main sur la table. David, j'étais confuse, effrayée par notre avenir financier. J'ai pris des décisions précipitées. Notre avenir financier. Choix de mots intéressants. Tu as pris notre maison, nos voitures, nos économies. Et je m'en veux terriblement. Des larmes apparurent dans ses yeux, des larmes que j'avais vues 1000 fois pendant notre mariage lorsqu'elle voulait quelque chose. David, peut-être pouvons-nous trouver un moyen de recommencer. De partager les responsabilités de manière plus équitable. Partager les responsabilités. Elle cherchait à savoir si j'avais trouvé une source de revenus. Rachel, tu m'as laissé sans rien. Littéralement sans rien. Pourquoi ce changement soudain? Parce que je réalise maintenant que j'ai commis une terrible erreur. Elle me serra la main. 12 ans de mariage, ça compte. Peut-être pouvons-nous trouver un moyen de collaborer à nouveau. Collaborer. Le mot que les avocats utilisent lorsqu'ils veulent accéder à des actifs. C'est à ce moment-là que tout s'est cristallisé. Rachel n'était pas là par remords ou par amour. Elle était là parce que ses recherches avaient indiqué que je pouvais avoir accès à une somme d'argent importante. Elle ne savait pas exactement combien, mais elle en savait assez pour que cela vaille la peine d'essayer de me manipuler. Tu sais, Rachel, dis-je lentement, tu as raison. Nous devrions peut-être collaborer. Ses yeux s'illuminèrent. Vraiment? Bien sûr. Mais d'abord, je dois te parler d'une chose intéressante que j'ai découverte. Elle se pencha en avant,
peinant à cacher son impatience. J'ai découvert que tu avais engagé un détective privé pour enquêter sur ma famille. Elle pâlit. David, J'ai découvert que vous aviez consulté les registres fonciers au nom de mon père. J'ai découvert que vous aviez essayé d'accéder à des informations bancaires en utilisant mon nom et mon numéro de sécurité sociale. Elle était désormais livide. Tu ne comprends pas. Je voulais juste. Tu étais à la chasse. Comme un vautour. Je me levai de ma chaise. Tu savais qu'il y avait de l'argent, Rachel. C'est pour ça que tu as été si brutale pendant le divorce. C'est pour ça que tu m'as laissé sans rien. Vous vouliez me garder désespéré et ruiné afin que, lorsque je trouverais ce que vous saviez déjà exister, je revienne vers vous en courant comme un chien reconnaissant. David, ce n'était pas comme ça. Ah bon? Alors expliquez-moi. Pourquoi, après m'avoir traité comme un étranger pendant 3 mois, vous voulez soudainement collaborer? Pourquoi vos premiers mots ont-ils porté sur notre situation financière? Rachel a tenté un dernier coup. Ses larmes étaient désormais réelles, des larmes de panique. David, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. J'ai commis des erreurs, mais... Non. J'ai posé 20 $ sur la table pour payer mon café. Tu ne m'aimes pas. Tu aimes ce que tu penses que je peux avoir. Mais tu sais quoi, Rachel? Tu as fait le mauvais pari. Je quittais le café tandis qu'elle m'appelait. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais complètement maître de la situation. Cet après-midi-là, je reçus un appel de l'avocat que Rachel avait engagé pour notre divorce. James Crawford, connu pour démolir les ex-maris devant les tribunaux familiaux. Monsieur Davison, James Crawford. J'aimerais discuter d'une éventuelle renégociation de votre accord de divorce. Il n'y a rien à renégocier, Monsieur Crawford. Eh bien, les circonstances peuvent changer. S'il y a eu des changements significatifs dans votre situation financière, nous pourrions peut-être trouver un arrangement plus équitable. Équitable. Après m'avoir laissé sans rien, il voulait maintenant de l'équité. Monsieur Crawford, l'accord est finalisé. Et il le restera. Monsieur Davison, je vous recommande vivement de reconsidérer votre position. Ma cliente est disposée à se montrer raisonnable, mais il existe d'autres options juridiques si nécessaire. Une menace. Subtile, mais une menace. Monsieur Crawford, je vous suggère, à vous et à votre cliente, d'étudier attentivement la structure juridique des fiducies irrévocables avant de prendre toute décision imprudente. Bonne journée. J'ai raccroché et j'ai souri. Pour la première fois depuis que Rachel avait demandé le divorce, j'avais raccroché au nez de quelqu'un. Ce soir-là, seul dans ma chambre d'hôtel, j'ai dressé une liste. Pas une liste de vengeance, mais une liste d'objectifs. Rachel avait essayé de me briser, de m'humilier, de me réduire à néant. Elle avait calculé chaque mouvement pour me mettre en position de faiblesse. Mais elle avait commis une erreur fondamentale. Elle avait supposé que je resterais passif, que j'accepterais tout ce qu'elle me proposerait après avoir découvert l'existence de l'argent. Rachel Morris avait passé 3 mois à planifier comment me manipuler. C'était maintenant mon tour de planifier. Et contrairement à elle, je n'aurais pas besoin de mentir, de tricher ou de voler pour obtenir ce que je voulais. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro que M. Martinez m'avait donné. Le meilleur avocat spécialisé dans les fiducies et les successions de la ville. M. Patterson, David Davison. M. Martinez m'a donné vos coordonnées. J'ai besoin de vos services. Étage M. Patterson? Ça va être intéressant. Car Rachel m'avait appris quelque chose de précieux au cours des 3 derniers mois. Les gens désespérés font des choix stupides. Et maintenant, alors qu'elle allait réaliser qu'elle avait perdu toute chance d'obtenir volontairement ce qu'elle voulait, elle allait commencer à faire exactement le genre de choix stupide et désespéré qui me donnerait tous les outils nécessaires pour lui montrer qu'elle avait choisi le mauvais homme à détruire. La guerre qu'elle avait déclenchée n'en était qu'à sa 2e phase. Et cette fois, je ne serais pas la victime. Monsieur Patterson est arrivé à mon hôtel le lendemain matin avec une mallette remplie de documents et une équipe de 3 assistants. Sa réputation d'être le meilleur avocat spécialisé en fiducie de la ville n'était pas exagérée. En 45 minutes, il avait dressé un tableau complet de la structure juridique que mon père avait mise en place. « David, votre père était plus intelligent que nous le pensions », m'a-t-il dit en étalant des contrats sur la table de ma chambre. Ce n'est pas seulement un héritage protégé. C'est une forteresse juridique. Votre ex-femme n'a aucun droit sur cet argent, même si vous étiez encore marié. J'ai étudié les documents. Mon père avait consulté des avocats spécialisés 2 décennies auparavant, structurant le tout comme une fiducie irrévocable à laquelle seul moi pouvais avoir accès, spécifiquement protégée contre les revendications conjugales, les créanciers ou tout type de litige juridique. Mais il y a quelque chose de plus intéressant, a poursuivi Patterson.
Votre ex-femme et son avocat ont commis des erreurs importantes en essayant d'accéder aux informations relatives à ce compte. Il m'a montré les documents que son équipe avait rassemblés. Tentatives illégales d'accès aux relevés bancaires. Violation de la vie privée. Utilisation non autorisée d'informations personnelles. Rachel et James Crawford avaient laissé des traces de leurs investigations illégales. Ils pensaient d'être discrets, expliqua Patterson, mais chaque recherche dans les registres publics, chaque tentative d'accès à des informations bancaires a laissé des traces numériques. Et certaines de ces actions ont enfreint les lois fédérales sur la vie privée. Nous avons passé les heures suivantes à élaborer une stratégie. Non pas pour détruire Rachel, cela reviendrait à s'abaisser à son niveau, mais pour nous assurer qu'elle subirait les conséquences juridiques de ses actes et qu'elle ne tenterait plus jamais de me manipuler. Premièrement, nous allons documenter chaque tentative illégale qu'ils ont faite pour accéder à vos informations, a déclaré Patterson. Deuxièmement, nous allons enquêter pour voir s'il y a eu d'autres violations éthiques de la part de M. Crawford. Troisièmement, nous allons nous assurer que vous bénéficiez d'une protection totale contre toute nouvelle tentative de harcèlement juridique. Cet après-midi-là, pendant que Patterson et son équipe travaillaient, j'ai reçu un appel de Rachel. Sa voix était différente, plus tendue, presque désespérée. « David, nous devons parler. En personne. Maintenant. » « Rachel, nous avons déjà parlé hier. »« Non, tu ne comprends pas. Quelque chose a changé. J'ai découvert certaines choses sur notre situation qui... » « Quelle situation, Rachel ? Tu m'as clairement fait comprendre que nous n'avions plus de situation. » Elle fit une longue pause. Quand elle reprit la parole, je pouvais entendre sa panique à peine dissimulée. « David, je sais pour l'argent. » Voilà. Le masque était complètement tombé. « Quel argent ? » Ne fais pas semblant de ne pas savoir. 43 millions, David. 43 millions de dollars que tu m'as cachés pendant notre mariage. Cachés ? Rachel, j'ai découvert cet argent après que tu m'aies mis à la porte avec 42 dollars en poche. C'est impossible. On ne trouve pas 43 millions par hasard. Sa frustration grandissait. Elle avait passé des mois à planifier comment me manipuler lorsque je découvrirais l'existence de cet argent, et maintenant que je le savais, je ne réagissais pas comme elle l'avait prévu. « David, écoute-moi attentivement, » dit-elle d'une voix froide et calculée. « Cet argent a été accumulé pendant notre mariage. Cela signifie que, légalement, j'ai droit à la moitié. Rachel, tu as eu 3 mois pour mentionner toute préoccupation concernant des actifs cachés pendant notre procédure de divorce. Toi et ton avocat avez décidé de tout prendre et de me laisser sans rien. La procédure est terminée. Rien n'est terminé quand il y a fraude, David. Et cacher 43 millions, c'est clairement de la fraude. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Rachel, tu as engagé un détective privé pour retrouver cet argent. Tu as essayé d'accéder illégalement à des relevés bancaires. Tu as orchestré tout notre divorce en sachant que cet argent existait. Et maintenant, tu veux m'accuser de fraude ? Silence à l'autre bout du fil. Puis, prouve-le. Je vais le prouver. D'ailleurs, mes avocats sont déjà en train de rassembler les preuves. Mais, au pluriel, pendant un instant, j'ai eu pitié d'elle. Rachel était intelligente, mais elle avait complètement sous-estimé la situation. Elle avait joué un petit jeu, enquêtes illégales, divorce manipulateur, chantage émotionnel. Mais c'était un jeu beaucoup plus important. Rachel, écoute-moi attentivement. Je ne vais pas te détruire parce que je n'en ai pas besoin. Les conséquences de tes propres actions s'en chargeront. David, ne sois pas stupide. Nous pouvons régler cela entre adultes. 50-50 et tout le monde sera content. Non. 60-40. Alors. Pour toi. Non. Sa voix a commencé à se briser. David, s'il te plaît. J'ai commis des erreurs, mais nous avons été mariés pendant 12 ans. Cela doit compter pour quelque chose. Cela comptait. Avant que tu ne me traites comme un moins que rien. Avant que tu ne m'humilies. Avant que tu ne me laisses sans rien pendant que tu planifiais secrètement comment accéder à l'argent dont tu savais l'existence. Je n'ai pas. Ne me mens pas, Rachel. Plus maintenant. Je sais exactement ce que tu as fait et quand tu l'as fait. Elle raccrocha. 2 heures plus tard, mon téléphone sonna à nouveau. James Crawford. Monsieur Davison, ma cliente est disposée à faire une offre très raisonnable. Monsieur Crawford, votre cliente n'est pas en mesure de faire des offres. Monsieur Davison, je vous conseille de ne pas agir précipitamment. Il existe des questions juridiques complexes liées aux biens matrimoniaux qui pourraient... Qui pourrait quoi? M'entraîner dans des batailles judiciaires coûteuses? Menacer ma réputation?
Rendre notre situation publique? Eh bien, ce sont toujours des options possibles lorsqu'il y a des litiges d'une ampleur significative. Des menaces ouvertes maintenant. Rachel avait demandé à son avocat de m'intimider. Monsieur Crawford, mon équipe juridique aimerait organiser une réunion avec vous. Nous avons quelques questions sur les méthodes que vous avez utilisées pour enquêter sur mes biens avant le divorce. Long silence. Quel genre de questions? Le genre que le Conseil de l'Ordre des avocats trouve intéressant. Bonne journée. J'ai raccroché et j'ai regardé par la fenêtre de l'hôtel. 20 étages plus bas, la ville suivait son rythme habituel. Les gens allaient et venaient du travail, vivaient leur vie, faisaient face à des problèmes normaux. J'avais passé 3 jours dans cette chambre, caché, à digérer le changement impossible dans ma vie. Mais il était maintenant temps de sortir et de commencer à construire quelque chose de nouveau. Quelque chose qui honorerait le sacrifice de mon père et utiliserait ce don d'une manière qui ferait une différence. Patterson est revenu ce soir-là avec des nouvelles intéressantes. David, nous avons enquêté sur les antécédents de M. Crawford. Il a un comportement douteux dans les affaires de divorce. 3 plaintes éthiques au cours des 2 dernières années. Et nous avons découvert quelque chose de fascinant sur la façon dont il a obtenu des informations sur votre famille. Il m'a montré des registres de paiement. Crawford avait engagé un détective privé qui, à son tour, avait soudoyé des employés des archives municipales pour accéder à des registres scellés. Une chaîne claire de conduite illégale. Ils n'ont pas seulement violé votre vie privée, David. Ils ont commis des crimes fédéraux. Et nous en avons la preuve. Si vous suivez cette histoire qui montre comment une découverte inattendue peut révéler des trahisons et des manipulations, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci. Ce soir-là, j'ai pris ma décision finale. Je n'allais pas seulement me défendre contre les tentatives désespérées de Rachel pour obtenir une partie de mon argent. J'allais m'assurer qu'elle et son avocat subissent toutes les conséquences de leurs actes illégaux. Car Rachel m'avait appris une leçon précieuse au cours des 3 derniers mois. Les personnes prêtes à enfreindre les règles morales et légales pour obtenir ce qu'elles veulent finissent par enfreindre les mauvaises règles avec les mauvaises personnes. Et cette fois, elle avait enfreint les règles fédérales avec quelqu'un qui disposait désormais de ressources illimitées pour garantir que justice soit faite. La guerre qu'elle avait déclenchée entrait dans sa phase finale. Et quand elle serait terminée, Rachel comprendrait que certaines erreurs ont des conséquences qu'aucune quantité de larmes, d'excuses ou de négociations ne peut effacer. Le lendemain matin, Patterson m'a appelé en urgence. David, il passe à la vitesse supérieure. Rachel vient d'intenter une action en justice pour fraude conjugale et dissimulation de biens. Elle demande l'annulation du divorce et le partage rétroactif des actifs. Impossible. La fiducie est irrévocable et prénuptiale. Oui, mais elle soutient que vous étiez au courant de l'existence de cet argent pendant le mariage et que vous l'avez délibérément caché. C'est un mensonge évident, mais cela pourrait compliquer les choses pendant des mois. C'était exactement le coup désespéré auquel je m'attendais. Rachel jouait son va-tout, espérant que je préférerais conclure un accord plutôt que d'affronter un long procès public. Elle avait sous-estimé ma détermination. Patterson, il est temps de mettre notre stratégie en œuvre. Soumettez dès aujourd'hui toutes les preuves des violations fédérales au FBI et au barreau. 2 heures plus tard, j'étais au tribunal pour l'audience d'urgence que Rachel avait demandée. Elle était assise à côté de Crawford, vêtue d'un tailleur conservateur, essayant de paraître comme une épouse trahie et vulnérable. Quand elle m'a vu entrer avec mon équipe de 5 avocats, sa confiance a visiblement vacillé. Le juge a rapidement examiné les allégations de Rachel. Madame Morris, vous affirmez que votre ex-mari a caché 47 millions de dollars pendant votre mariage. Oui, votre honneur. Il est impossible que quelqu'un trouve simplement cette somme par accident après le divorce. Monsieur Davison, quelle est votre réponse à ces allégations? Patterson s'est levé. Votre honneur, mon client aimerait présenter des preuves qui clarifient complètement cette situation. Il remit une série de documents au juge. Premièrement, nous avons les relevés bancaires montrant que mon client a accédé à ce compte pour la première fois 3 jours après la finalisation du divorce. Deuxièmement, nous avons des preuves que la requérante a mené des enquêtes illégales pour localiser les actifs de mon client avant de demander le divorce. Le visage de Rachel pâlit. Crawford lui murmura quelque chose d'urgent à l'oreille. De plus, poursuivit Patterson, nous avons des preuves de tentatives non autorisées d'accès à des informations bancaires confidentielles, de violation des lois fédérales sur la confidentialité et de corruption de fonctionnaires afin d'obtenir des documents scellés. Objection. Crawford se leva brusquement. Ce sont des allégations sans fondement et... Monsieur Crawford, l'interrompit le juge en examinant les documents. Ce sont des copies d'enquête du FBI et du barreau.
Ce ne sont pas des allégations. Ce sont des procédures pénales en cours. Le monde de Rachel s'écroula à cet instant. Je pouvais voir dans ses yeux qu'elle réalisait que son geste désespéré avait non seulement échoué, mais avait accéléré sa propre destruction. « Votre honneur », continua Patterson, « nous demandons que les allégations de la requérante soient rejetées sommairement et qu'une ordonnance restrictive soit émise pour empêcher toute nouvelle tentative de harcèlement judiciaire. » Le juge n'hésita pas, demande acceptée. « Madame Morris, vos allégations sont totalement infondées et votre conduite est discutable. Cette affaire est classée. » Lorsque nous avons quitté le tribunal, Rachel m'a poursuivi jusqu'au parking. « David, attends. » Sa voix était brisée, désespérée. « Tu ne peux pas me faire ça. Nous avons été mariés pendant 12 ans. » Je me suis arrêté et je me suis tourné vers elle. « Rachel, tu as eu 12 ans pour me traiter avec respect. 3 mois pour mentionner tes préoccupations concernant les actifs pendant le divorce. Et plusieurs occasions d'être honnête avec moi au sujet de tes enquêtes. J'ai commis des erreurs, mais cela va ruiner ma carrière. Ma vie. Tu as ruiné ta propre carrière lorsque tu as décidé d'enfreindre les lois fédérales. Ta vie est ruinée parce que tu as choisi la cupidité et la trahison plutôt que l'honnêteté et la camaraderie. David, je t'en prie. » Des larmes coulaient sur son visage. « Tu as tellement d'argent maintenant. 47 millions. Tu ne remarqueras même pas quelques millions en moins. Je t'en supplie. » Pendant un instant, en la regardant là, en train de pleurer dans le parking du tribunal, j'ai ressenti un pincement de ce qui avait autrefois été de l'amour. La femme avec laquelle j'avais prévu de vieillir, d'avoir des enfants, de construire une vie. Mais je me suis alors souvenu de la façon dont elle m'avait traité ces 3 derniers mois. La froideur, la cruauté calculée, la façon dont elle m'avait dépouillé de tout en planifiant secrètement comment manipuler ma découverte inévitable de l'argent. « Rachel, » ai-je dit calmement, « tu ne me supplies pas pour de l'argent. Tu me supplies d'être la personne que tu n'as jamais été avec moi. Pour que j'aie la compassion que tu n'as jamais montrée. Pour que je sois généreux envers quelqu'un qui a été délibérément cruel. » Elle a sangloté en agrippant mon bras. « David, j'ai changé. Je peux changer. Peut-être que tu peux. Mais ce n'est plus à moi de le découvrir. Tu as fait ton choix quand tu as décidé de m'enquêter secrètement. Tu as fait ton choix quand tu m'as laissé avec 42 $. Et tu as fait ton choix définitif quand tu as essayé de me poursuivre en justice au lieu d'accepter les conséquences de tes actes. » Je lui ai gentiment retiré la main de mon bras. « Au revoir, Rachel. Pour de bon cette fois. » Je me suis dirigé vers ma voiture, la laissant dans le parking. Dans le rétroviseur, je pouvais la voir encore immobile, confrontée enfin à la réalité de ce qu'elle avait perdu. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de Patterson. « David, je viens d'avoir des nouvelles du FBI. Rachel et Crawford font l'objet d'une enquête officielle. Les preuves que nous avons fournies ont déclenché une enquête beaucoup plus vaste sur les pratiques illégales dans les cabinets d'avocats spécialisés dans les divorces. Et Crawford, suspendu par le barreau dans l'attente d'une enquête criminelle. Il semble que son comportement soit beaucoup plus répandu que nous ne l'imaginions. » J'ai raccroché le téléphone et je me suis assis sur le balcon de mon nouvel appartement, regardant la ville s'étendre devant moi. Quelque part, Rachel était probablement en train d'essayer de trouver un nouvel avocat, désespéré de minimiser les conséquences de ses propres actions. Mais ce n'était plus mon problème. Pour la première fois depuis des mois, voire des années, je me sentais complètement libre. Libre de toute manipulation, libre de toute culpabilité, libre de la fausse responsabilité de sauver quelqu'un qui avait choisi de me détruire. Le téléphone a sonné à nouveau. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. « David, c'est Leslie. La femme avec laquelle Rachel travaillait si étroitement ces derniers temps. Je dois te parler. Il y a des choses que tu dois savoir à propos de Rachel. Des choses qui vont bien au-delà de votre mariage. » C'est ainsi que j'ai découvert que l'histoire que je pensais terminée commençait seulement à révéler ses couches les plus profondes. Car Rachel ne m'avait pas seulement trahi, elle avait trompé beaucoup plus de personnes que je ne l'avais jamais imaginé. Ce que Leslie s'apprêtait à me dire allait faire passer tout ce que j'avais enduré pour le prologue d'une manipulation bien plus grande et plus sinistre. L'appel de Leslie a changé tout ce que je pensais savoir sur Rachel. Nous nous sommes retrouvés le lendemain dans un café discret, où elle m'a remis un dossier rempli de documents qui révélaient une vérité bien plus sombre. « David, Rachel ne se contentait pas de vous espionner, » a commencé Leslie, les mains tremblantes tandis qu'elle feuilletait les papiers. Elle faisait la même chose avec au moins 5 autres maris riches de la ville. Je l'ai découvert par hasard en piratant son ordinateur. Les documents révélaient un schéma systématique. Rachel s'était spécialisée dans l'identification d'hommes prospères susceptibles d'avoir des héritages cachés, elle les épousait, menait des enquêtes approfondies,
puis orchestrait des divorces brutaux pour les forcer à partager leurs futures découvertes. Elle m'utilisait pour séduire les maris et créer des preuves d'infidélité, a poursuivi Leslie, visiblement émue. David, tu n'étais que le dernier en date. Elle a détruit des familles entières avec ce stratagème. C'était plus que de la cupidité individuelle, c'était une entreprise criminelle organisée. Rachel avait transformé la manipulation matrimoniale en une entreprise lucrative, travaillant avec Crawford pour identifier des cibles vulnérables à partir de registres juridiques. J'ai remis toutes ces preuves au FBI le soir même. En 48 heures, l'enquête s'est élargie pour inclure la fraude matrimoniale organisée, le complot en vue de commettre des crimes financiers et un réseau de corruption touchant plusieurs cabinets d'avocats. Les premières arrestations ont eu lieu la semaine suivante. Rachel a été arrêtée dans sa salle de sport, menottée devant toutes les personnes qu'elle avait tenté d'impressionner avec sa vie réussie. Crawford a été arrêté dans son bureau pendant une réunion avec des clients, ses accréditations ont été révoquées de façon permanente. Le procès a fait sensation dans tout le pays. Rachel a tenté de prétendre qu'elle était la victime de Crawford, mais les preuves étaient accablantes. Des emails détaillant leurs plans, des registres financiers montrant des paiements pour des informations illégales, des témoignages de multiples victimes qui avaient été détruites par leur stratagème. Elle a été condamnée à 12 ans de prison fédérale pour fraude matrimoniale organisée, violation des lois sur la vie privée et complot criminel. Crawford a été condamné à 15 ans. Leurs licences ont été révoquées, leurs biens confisqués pour dédommager les victimes. Au cours du procès, nous avons découvert que Rachel avait détruit au moins 8 familles au cours des 5 dernières années, volant des millions de dollars dans le cadre d'accords de divorce forcés. Des hommes qui, comme moi, avaient été manipulés et humiliés avant de se faire extorquer leurs avoirs financiers. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, j'utilise une partie de mon héritage pour gérer une fondation qui vient en aide aux victimes de manipulation matrimoniale. Nous offrons une assistance juridique gratuite, un soutien émotionnel et des ressources pour reconstruire les vies détruites par des personnes comme Rachel. La fondation a déjà aidé plus de 200 familles à se remettre de stratagèmes similaires. Nous avons acheté des immeubles résidentiels pour fournir un logement temporaire aux hommes qui ont été expulsés de leur domicile lors de divorces frauduleux. Nous finançons des enquêtes privées pour dénoncer d'autres réseaux de fraude matrimoniale. Leslie est devenue notre enquêtrice principale après avoir témoigné contre Rachel. Elle a découvert sa vocation, utiliser ses compétences en piratage informatique pour protéger les personnes vulnérables plutôt que pour les exploiter. Quant à moi, j'ai trouvé quelque chose d'inattendu lorsque mon père a structuré cet héritage. Un but. Pas seulement de l'argent pour vivre confortablement, mais des ressources pour faire une différence significative dans la vie d'autres personnes qui ont vécu ce que j'ai vécu. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre de prison. Rachel m'offrait des informations sur d'autres escroqueries en échange d'une recommandation pour une libération conditionnelle anticipée. J'ai déchiré la lettre sans la finir. Certaines personnes n'apprennent jamais que certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent jamais être reconstruits. Rachel avait choisi la cupidité plutôt que l'humanité, la manipulation plutôt que l'honnêteté, la destruction plutôt que la construction. Les conséquences de ces choix n'étaient pas de ma responsabilité. Il y a 2 mois, j'ai épousé Sarah, une enseignante que j'ai rencontrée lors d'un événement organisé par la Fondation. Elle connaissait ma situation financière depuis notre première rencontre, mais c'est mon engagement à aider les autres qui l'a attirée, pas l'argent. Notre cérémonie était simple, avec des amis sincères qui me connaissaient avant l'héritage. Des personnes qui étaient à mes côtés pendant mes jours difficiles à l'hôtel, qui m'ont aidé à reconstruire non seulement ma situation financière, mais aussi ma foi en l'humanité. Mon travail à la Fondation m'a appris que la véritable richesse ne réside pas dans l'argent que vous accumulez, mais dans l'impact positif que vous pouvez créer. Mon père a passé des années à vivre modestement pour m'enseigner cette leçon par l'exemple, et non par des mots. Il savait que l'argent sans caractère n'est que du papier coloré, que le pouvoir sans but est vide, que la véritable richesse vient de l'utilisation de ses ressources pour élever les autres, et non pour s'élever au-dessus des autres. Rachel a essayé de me briser, de m'humilier, de me réduire à néant afin que j'accepte les miettes qu'elle pouvait m'offrir. Mais ces actions n'ont fait que révéler ma force, ma détermination et ma capacité à transformer la douleur en objectif. Si vous suivez ce parcours de découverte, de trahison et de transformation, et si ces histoires de justice et de dépassement de soi trouvent un écho en vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants de personnes qui ont transformé leurs moments les plus difficiles en leurs plus grandes victoires. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de Rachel, c'était un rapport de la prison indiquant qu'elle avait été transférée dans un établissement de sécurité maximale après avoir tenté de manipuler d'autres détenus et gardiens. Certaines habitudes sont apparemment difficiles à briser. Moi, je suis ici, dans mon bureau avec vue sur la ville, en train de planifier l'ouverture de notre 10e siège social, cette fois à Miami. Ironiquement,
C'est la même ville où Rachel rêvait de construire sa vie avec l'argent qu'elle n'a jamais réussi à voler. La dernière fois que j'ai vraiment pensé à elle, c'était hier, lorsqu'un homme de 50 ans est entré dans notre bureau, détruit par un divorce manipulateur, avec pour seul bagage une petite valise et 40 dollars en poche. Je l'ai regardé et j'ai vu mon reflet d'il y a 3 ans. Brisé, confus, mais pas vaincu. J'attendais simplement de découvrir que parfois, les chutes les plus douloureuses sont le premier pas vers les voyages les plus extraordinaires. Can we talk about this? Where from, Ducky? I don't know. 11 meters, probably behind me. you. Yeah. Based on where your feet are pointing. Yeah, they're on this corner. Above, second floor. Oh, fantastic. Watch out. Watch out for the bees. Watch out for the rails. No, he's with those other two. Yeah, alright, so if they nick around, we're just gonna put them back down. And 75. Alright, cool. Please get back up. I need this. You need to farm me for murder. Watch the window. Okay. Oh, shit. Yeah. Okay. Right, mate. Sounds like they're coming down here. Yeah. Hold it. I'll watch this first. Someone watch the body while I watch the stairway. I'm watching the body. Traded. Come down, get him up. I'll watch this body. My kidneys hurt. Another chain of health. They're directly across southwest. Loot, then just I think they just killed the last one of this trio. Yeah, loot it, then shoot the torch, Ducky. Oh. There's a Oh, barrel on that- just burn it. I don't need to loot it. We'll do whatever you want to do. Yeah, we're red. Boss is here. We're outside boss, by the way. By the way, Gray, she got it. Here we go, what? What? The order for the other person. Oh, shit.
I just saw them running way back there. Oh, that is where boss is. No, on Super the shop. other side. They're on the other side of this compound. I'll move up. I didn't even see where that Always. bullet came from. I think there. They are also running around here. Oh, this rat. How did I not fucking kill you? It was a slug to the face. Maybe no. Ducky is not for days. I did not even see him. He's in the window, I can't get him, I have a shotgun. No, I didn't even Can you see give- him peek the window. Well, window. Here we go. Shots, take shots. Oh, gun. Shotgun. God damn it. Why is all the guns a shotgun? That a zombie trying to get to us right now. Jesus. Running down below.